Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui de façon un peu particulière avec cette vidéo enregistrée pour des séances de téléenseignement. Donc voilà une façon de fonctionner que nous n'avions pas encore expérimentée. Après tout, pour des spécialistes des médias et de la communication, cela manquait presque à notre actif. Donc aujourd'hui, nous avons 2 heures normalement en cours, donc 2 séance. La première qui va être consacrée à évoquer le thème de l'histoire dans Hernani, en s'intéressant en particulier aux 2 rois qui sont évoqués, un empereur, un roi. Et puis, on en profitera pour travailler ensemble une question de type question 1 du bac. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous aurez une deuxième vidéo qui sera un travail sur une question de type 2. Et je vous demanderai évidemment à la suite de cette vidéo un petit travail à me rendre. Pour l'instant, on s'occupe de Charles Quint et Charles X. Donc Charles Quint, pour commencer, qui est un des personnages mis en scène par Victor Hugo. Charles Quint, nous nous situons au XVIe siècle. Charles Quint est élu empereur des Romains en 1519. Donc c'est au moment où la pièce Hernani le saisit, il a 19 ans. Donc c'est un tout jeune empereur et il va être le monarque le plus puissant du XVIe siècle. Il sera d'ailleurs en grand conflit avec François Ier, roi de France, qui aimerait bien être lui aussi un grand monarque qu'il est, mais dans une moindre mesure. Charles Quint se marie avec Isabelle de Portugal, il a 25 ans. 25 ans, c'est un mariage très tardif à l'époque. Et 25 ans, finalement, cela veut dire que quand Victor Hugo s'empare de ce personnage historique pour en faire un personnage de sa pièce, il va respecter une certaine solitude du personnage à partir du moment où il va être élu empereur. Et je vous renvoie évidemment à la pièce Hernani et à l'empereur sortant de la crypte de Charlemagne et disant « L'empereur est pareil à l'aigle, sa compagne, à la place du cœur, il n'a qu'un écusson. » Effectivement, il va se consacrer, Charles Quint, uniquement à son règne jusqu'à donc son mariage avec Isabelle de Portugal. Mais ensuite, l'histoire est très jolie. Il sera, et c'est ça aussi exceptionnel pour l'époque, d'une fidélité exemplaire à sa femme. Et la légende veut que sur son lit de mort, il ait demandé le portrait de sa femme, qui était morte depuis avant lui. Autre fait intéressant sur Charles Quint, au bout de 40 ans de pouvoir, il a donc régné de façon brillante sur l'Europe, il abdique à la stupéfaction générale. On n'en revient pas. En réalité, si l'on remonte un petit peu l'histoire à rebours, à partir de 1540, c'est-à-dire à partir à peu près de la date de la mort de son épouse, il va commencer peu à peu à déléguer certains de ses pouvoirs. Donc, quand je vous dis que l'histoire était jolie, c'est que finalement, cet empereur va devenir, avant d'être empereur, après dans le temps, mais avant dans l'âme, avant que d'être empereur, il est l'amant de sa femme. En face de lui, Charles X. 18e, 19e siècle, surtout 19e. Hein. Alors, Charles X, c'est le dernier des Bourbons. Il arrive au pouvoir en 1824. En fait, il n'aurait jamais dû gouverner, il était 5e en rang, il n'y avait aucune chance pour qu'il monte au pouvoir, le hasard en a voulu autrement. C'est un prince qui est très bon vivant, qui est très léger, qui enchaîne les fêtes mondaines. Alors, le portrait que j'ai choisi ne lui rend pas hommage, mais il est très beau dans sa jeunesse et il plaît beaucoup aux dames. Donc, il enchaîne aussi les aventures. À partir du moment où il va accéder au pouvoir, donc 1824, vous voyez qu'on n'est pas très longtemps avant la publication d'Hernani, il va renouer avec la tradition du sacre qui avait été abolie. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant dans la mesure où le sacre, c'était une des traditions qu'avait aboli
les lendemains de la Révolution. C'était un symbole du pouvoir absolu, en quelque sorte, que la Révolution avait voulu effacer. Et lui va rétablir ce sacre, et c'est un indice, un marqueur très fort, un message qu'il envoie, puisque très vite, il va imposer à la France un retour aux mœurs de l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution, ce qu'on appelle l'Ancien Régime. Il va être très lié aux ultra-royalistes qu'il va favoriser, donc aux gens qui sont plutôt d'extrême droite. Il va être renversé par les Trois Glorieuses en 1830, donc après la publication d'Hernani, en juillet 1830. Il est renversé, il abdique. Et ce que vous pouvez retenir de lui aussi, c'est qu'il est marié avec Marie-Thérèse de Savoie. Alors, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est que elle est de Savoie, donc je le signale. Et en parallèle, il va se lier avec une autre femme à partir de 1785. Donc, il y a un moment où il est à peu près fidèle, en tout cas fidèle. Il n'a pas de maîtresse suivie. À partir de 1785, il va se lier avec une femme qui est un peu son grand amour. Et elle va mourir en 1804. Elle a 39 ans. Et à partir de là, le roi va se tourner vers la religion et lui rester fidèle absolument jusqu'à sa mort. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça va aller dans le sens de son ultra-royalisme. Donc, ce que vous retenez, c'est qu'on a ici deux rois. Un roi au pouvoir, au moment où Hugo rédige Hernani, et je mets un moins entre parenthèses parce que Hugo, qui a pu être proche, on l'avait vu précédemment, de Charles X dans ses débuts, va très vite se révéler un opposant à ce régime. Et un roi dont on parle dans la pièce, Charles Quint, un empereur en réalité, pour lequel Hugo, on le voit bien, a beaucoup d'admiration. Donc, fin du point théorique, il aura duré 7 minutes, c'est raisonnable me semble-t-il. Nous nous lançons maintenant dans une question de type. Et la question, ce serait quel est le rôle de l'histoire dans Hernani? Je vous propose à tous d'arrêter la vidéo et de réfléchir aux 3 axes que vous pourriez proposer. Et puis, quand vous avez trouvé, vous me relancez, je me remets en route, puisque désormais, on peut me commander à distance, ce qui n'est pas sans me ravir, vous imaginez bien. Et nous procéderons comme ça pour toutes les étapes de la dissertation. Quant à moi, je me lance dans la construction du plan. L'histoire, c'est tout d'abord un contexte pour l'intrigue. L'histoire, c'est ensuite un point de départ à une réflexion sur le pouvoir, ce que doit être le pouvoir. Et puis l'histoire, enfin, c'est le moyen de faire du théâtre une tribune. Alors, pour ceux qui ont proposé des plans et qui sont bien embêtés parce que leur plan, c'est pas celui que j'ai proposé, alors vous mettez en commentaire de l'article dans le blog les 3 axes, les 2 axes que vous aviez proposés. Et vous mettez votre prénom ou bien vos initiales, vous essayez de ne pas mettre votre nom, votre prénom, il convient toujours de faire preuve d'un peu d'anonymat sur Internet. Donc, je compte sur vous pour être à la fois anonyme et reconnaissable. Et je vous invite maintenant, puisque nous avons nos 3 axes, à réfléchir aux paragraphes que vous développeriez à l'intérieur. Là encore, je vous invite à éteindre la vidéo et vous me relancez quand vous avez trouvé quelque chose. Et moi, je poursuis. Alors, pour mon premier axe, l'histoire, un contexte pour l'intrigue. Premier argument, c'est facile, je situe un petit peu. On a une histoire récente. Alors, récente, vous allez me dire que le XVIe siècle, c'est pas tout à fait récent. Non, certes, mais on n'est pas dans l'Antiquité. C'est ce que j'entends par une histoire récente. Mais qui est sans lien avec le contemporain, dans la mesure où Charles X n'a pas de lien de parenté avec les personnages évoqués. Et enfin, une histoire qui permet une mise en scène spectaculaire. Pour le deuxième axe, un point de départ à une réflexion sur le pouvoir. Je propose en premier argument Charles Quint, le modèle de la grandeur du pouvoir, le modèle de la grandeur royale, et dans un deuxième temps, son enseignement, régner sur soi plutôt que sur les autres.
Et enfin, pour le troisième axe, le moyen de faire du théâtre une tribune. Premier argument, une remise en question. On peut se demander s'il n'y a pas une remise en question dans la pièce du pouvoir héréditaire. Et ensuite, une tribune contre Charles X. À ce stade de notre travail, nous avons nos trois axes et nos paragraphes. Il convient maintenant de trouver les exemples à mettre à l'intérieur de chaque paragraphe. Je reprends donc mes différents axes. Et pour chaque argument, je vais vous proposer un exemple possible. Là encore, dans l'idéal, parce que vous savez bien que le cours magistral, il n'a qu'un intérêt vraiment minime, l'idéal, c'est que vous arrêtiez votre vidéo et que vous réfléchissiez aux différents exemples que vous pouvez proposer. Moi, je continue. Donc, pour mon premier argument, c'est une histoire récente sans lien avec le contemporain. Je dirais que, en cela, Victor Hugo affirme ce qui différencie le drame romantique de la tragédie. La tragédie emprunte plutôt au mythe antique et le drame romantique va plutôt s'intéresser à des sujets récents, à des sujets contemporains. Alors ici, un sujet qui finalement est de l'histoire récente et puis surtout tout à fait atemporelle. Et la deuxième chose que je dirais dans cet argument, c'est que Victor Hugo utilise un monarque qui n'a aucun lien de parenté avec Charles X, et je vous renvoie pour ça à ce qu'on avait dit dans une séance précédente, c'est-à-dire que Marion Delorme a été censurée parce qu'elle mettait en scène des ancêtres de Charles X, et que c'était tout à fait intolérable pour ce dernier. Et mon deuxième argument, qui consiste à dire que l'histoire permet surtout une mise en scène spectaculaire. Il y a bien sûr les costumes espagnols, mais aussi et surtout la crypte de Charlemagne qui est symboliquement chargée. En mettant en scène des personnages historiques, Hugo se permet ce tour de force qui consiste à faire apparaître sur la scène la crypte de Charlemagne. Mon deuxième axe, le point de départ à la réflexion sur le pouvoir. Je commence par dire que Charles Quint est un modèle de la grandeur du pouvoir. Et je cite pour cela les vers 1809 et 1810, où Charles Quint s'adresse à Charlemagne. « Je t'ai crié, par où faut-il que je commence ?» Et tu m'as répondu, mon fils, par la clémence. Donc, j'analyse ça de la façon suivante. Le terme fils établit une filiation entre deux grands hommes, et ces deux grands hommes vont se retrouver sur le principe de la clémence et du pardon. Donc la grandeur du pouvoir pour Victor Hugo, c'est un pouvoir qui a autorité, mais qui a cette autorité dans la clémence, donc un pouvoir qui n'est pas autoritaire. Et la grande leçon que donne Charles Quint, c'est régner sur soi plutôt que sur les autres. Et je reviens à un autre vers de la pièce, où Hugo fait dire à Charles Quint, éteins-toi, éteins-toi, cœur jeune et plein de flammes. Donc on a une injonction ici avec l'impératif, mais une injonction à soi, et qui va entraîner la transformation d'un roi de pacotille, en quelque sorte, celui qui se cachait dans l'armoire, vous vous souvenez, en un empereur magnifique. Donc on a ici ce que l'on appelle, ça vous le retenez si vous voulez, une parole performative. Performative, P-E-R-F-O-R-M-A-T-I-V-E. Une parole performative, c'est une parole qui réalise ce qu'elle dit. Le fait de dire le réalise. Quand Charles Quint dit « éteins-toi, cœur jeune et plein de flammes », il éteint en réalité son cœur jeune et plein de flammes. Et il s'agit maintenant de régner sur soi plus que sur les autres, c'est-à-dire plus que de donner des ordres ou de gouverner en contraignant ceux qui nous entourent. Troisième axe, l'histoire est un moyen de faire du théâtre une tribune. J'avais un premier argument, c'était la remise en question du pouvoir héréditaire. Alors je m'appuie là-dessus, toujours sur la dernière scène de l'acte 4. Suis-je bien un autre homme, demande Charles Quint. Et effectivement, il est un autre homme. Et ce qui l'a changé, c'est la conscience du pouvoir et de ses devoirs. Or, il était déjà roi au début de la pièce. Si la conscience du devoir
et du pouvoir, des devoirs qui sont liés au pouvoir, lui apparaît clairement à ce moment-là de la pièce, c'est parce que il vient d'être élu. Donc on peut même se demander si ce passage n'est pas un plaidoyer pour un État républicain, un État dans lequel on choisit finalement, on élit celui qui règne. Donc la scène de théâtre se transformerait en une tribune par laquelle Victor Hugo ferait passer des idées politiques. Et deuxième argument, qui n'est pas très bien mis en forme, vous m'en excuserez, une tribune contre Charles X. Alors on ne peut pas s'empêcher, quand on lit la pièce, de voir que tout ce que l'on a dit de Charles X, finalement, on le retrouve dans le personnage de Don Carlos, au début de la pièce. Le personnage ridicule qui rentre dans l'armoire, qui court après les femmes, qui se fiche du pouvoir, qui se fiche du sens de l'honneur de Don Ruy Gomez. On peut imaginer que tout ça, c'est une espèce de mise en scène à peine masquée des premières années de la vie du règne de Charles X. Et la deuxième chose qui me fait dire que cette scène, que cette pièce est une tribune contre Charles X, c'est le fait que la clémence du premier met en valeur l'autoritarisme du second, puisque Charles X, on l'avait déjà dit dans une première séance, va rétablir la censure, il veut rétablir le droit d'aînesse, bref, il veut revenir à l'ancien régime. Et c'est un roi très autoritaire. On arrive au bout de notre première séance de la construction de ce plan. Avant de terminer, je vous indique le lien vers une vidéo que je souhaiterais que vous regardiez en guise de pause entre notre première et notre deuxième séance. Dans la deuxième, c'est vous qui travaillez. Moi, j'irai évidemment me faire un café. Cette petite vidéo, c'est un point très rapide sur Charles X, mais qui est très intéressant. Donc, regardez-le et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième vidéo du jour.